Comment Puma construit son image dans le running et l'Aerox? Dans ce nouvel épisode de Talk, je reçois Clément Hubert, brand manager chez Puma, mais aussi sportif passionné qui s'est fait une place au cœur d'un écosystème en pleine évolution. Chez Puma, il ne s'agit pas seulement de records ou de podiums. Clément cherche des personnalités, des sportifs qui savent aussi transmettre, inspirer et rester humains. Comment une marque mondiale élabore sa stratégie, depuis la notoriété jusqu'à la préférence, et pourquoi le sponsoring d'athlètes est bien plus qu'une simple transaction financière. Clément nous dévoile les coulisses de la relation marque-athlète, la sélection des profils, l'importance du mental et du storytelling, mais aussi la façon dont Puma accompagne ses champions au-delà des contrats. On parle aussi performance, innovation et tendance. Des chaussures à plaque carbone aux stratégies nutritionnelles en passant par l'explosion de Hyrox et les différences culturelles dans la recherche de performance. Un échange riche, concret et sans filtre qui te donnera un regard inédit sur les choix qui influencent les athlètes. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Bonjour Clément, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nuts Talk. Déjà, je te remercie de prendre du temps pour venir et nous expliquer ce que tu fais. Alors, tu es responsable des catégories running, fitness, Hyrox. On va en parler un petit peu plus en détail. Tu es également un sportif. Alors, de ce que je sais, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, on va un petit peu revenir là-dessus. Tu vas un petit peu nous expliquer. Et on va surtout parler sponsoring par rapport aux marques, ce qui se fait pas, etc. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous partager un petit peu ton parcours? Bonjour Mehdi, déjà merci pour l'invitation. Donc en présentation, je m'appelle Clément Hubert, j'ai 36 ans, je travaille pour Puma, donc le titre officiel c'est responsable de marque ou brand manager en anglais, sur les sports du running, du training fitness qui sont aujourd'hui plutôt l'Aerox. J'ai un parcours plutôt classique entre guillemets. J'ai fait des études, d'abord en informatique où je me suis perdu avant de revenir plutôt en commerce. J'ai fait une école de commerce, je suis parti en échange à l'étranger, j'ai travaillé 7-8 ans à l'étranger dans divers pays, et après je suis revenu en France pour obtenir ce job chez Puma que j'occupe depuis maintenant 5 ans. Je suis papa d'un petit garçon de 3 ans. J'adore le sport. J'essaye de faire beaucoup de courses à pied et de sport plutôt de force. En ce moment, je me concentre à 100% sur l'Aerox. Je fais plus que ça. Voilà, autant allier le professionnel et le personnel. Et puis voilà, grosso modo sur moi. Peut-être je pourrais finir par j'adore le café. Je suis un grand fan de café et je m'intéresse beaucoup au café. Il y a des gens, ils ont des passions comme je sais pas, qu'est-ce qui se fait beaucoup de nos jours? Regarder les séries. Moi, j'aime boire du café et m'instruire sur le café. Ah, c'est super intéressant ça. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le café? Alors déjà, premièrement, j'aime bien ça. Et de deux, en fait, je pense que c'est un univers très complexe et qu'il y a beaucoup à apprendre sur le café. Je m'intéresse beaucoup en fait à comment le café il est produit, quelles sont les méthodes un peu durables pour le faire. Donc on appelle ça le mouvement de la troisième vague en café ou le café de spécialité. Donc ça c'est vraiment ce qui me branche le plus en fait. Les cafés de supermarché ou Nespresso m'intéressent pas vraiment. Je suis plus dans la démarche en fait de café de spécialité parce qu'on va chercher du goût, de la qualité, c'est sourcé correctement, les caféiculteurs sont rémunérés correctement et donc du coup ça fait une vraie diff. Ça fait une vraie diff parce que un cultivateur de café dans un pays qu'on peut qualifier de pays en développement ou pays peut-être moins développé que nos pays européens en fait. Quand ils se mettent au café de spécialité, ils ont la capacité en fait d'envoyer après leurs enfants à l'université, etc. Donc je pense que c'est aussi un ascenseur social et je trouve ça excellent. Et en plus, moi, je m'éclate à boire du café très bon, très bien sourcé, où on peut reconnaître en fait des saveurs gustatives qu'on n'a pas en fait dans le café trop torréfié, trop brûlé qu'on trouve en supermarché. Donc du Voilà, coup, tu es en à quelques l'aise mots. sur la finesse de la mouture, les températures, ce genre de choses? Ouais, complètement. J'ai plusieurs méthodes pour faire du café chez moi. J'en ai avoir 4 ou 5. Et puis, suivant mon humeur, je privilégie l'une ou l'autre. Suivant le café que j'ai aussi. Alors, du coup, j'aime bien changer. Parfois, j'aime bien faire des tests avec un même café de base, utiliser 2 méthodes différentes pour pouvoir comparer. Voilà. Donc, après, pour résumer, moi, j'aimerais que
j'essaie de pas trop boire de café pour pouvoir dormir le soir, tu vois, pas trop longtemps. Donc finalement, moi, mon grand combat dans la vie, c'est de faire en sorte que mes matinées soient plus longues, comme ça je peux boire plus de café. Super intéressant. Je suis aussi un petit amateur de café. Ça fait pas très longtemps que je m'intéresse sur le sujet, donc très intéressant. Et d'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais j'ai fait un épisode de podcast avec Stéphane Comard de chez Ethicable sur Ouais, le café. Où ouais, on parle vraiment de l'agriculture jusqu'à la tasse. D'ailleurs, chers ouais. auditeurs, si ça vous intéresse, c'est l'épisode numéro 26 du Nut Talk. C'est hyper intéressant. On rentre vraiment précisément dans le détail. Donc, sur ce que tu viens de dire, comment ils font pour réussir à cultiver du café de qualité tout en rémunérant correctement les agriculteurs, parce que c'est ça aussi qui est important, hein. Si Oui, nous on oui, boit notre café, on est content, mais qu'à l'autre bout, eh oui, ben, les personnes ne peuvent pas vivre de leur métier, oui, bah, c'est pas oui. possible, quoi. Non, complètement, j'ai écouté cet épisode et je suis complètement d'accord avec le principe. Je pense que, en fait, quelque part, c'est globalement dans l'alimentation et dans la nutrition, c'est un peu le sujet. En fait, je trouve qu'on vote avec notre portefeuille et donc du coup, en fait, acheter raisonné, que ce soit pour le café ou autre, d'accord, tu peux potentiellement payer plus cher. Après, tu peux débattre que au kilo. En fait, le café de spécialité est pas plus cher que les capsules Nespresso. Euh, mais c'est comme ça. En fait, le vrai prix des choses, ça devrait être ça. Et donc, du coup, je pense qu'il faut s'habituer à payer ce prix-là, plutôt qu'en fait d'essayer de payer le moins cher possible au détriment en fait des autres et potentiellement de la planète. Entièrement d'accord. Eh ben, sur ce, avec cette belle introduction, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement la mission que tu exécutes chez Puma, parce qu'on se dit responsable de marque. Est-ce que c'est juste finalement faire des posts Instagram et puis la journée elle est tranquille? Qu'est-ce que ça, je vais pas dire qu'est-ce que ça cache, mais qu'est-ce qu'il y a derrière concrètement pour ce genre de travail? En fait, moi, mon job, c'est de travailler sur la marque Puma, sur les sports comme le running et l'Aerox en France. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que en fait, je vais établir une stratégie pour améliorer, si tu veux, l'image de marque en France de Puma sur ces sports-là auprès en fait de nos consommateurs cibles. Euh, je vais essayer de vulgariser un maximum. En fait, quand on fait un processus d'achat, donc admettons notre paire de chaussures de running, quand on fait notre processus d'achat, la première chose qu'on va faire, la première étape, c'est on a déjà identifié tous les marques qu'on connaît. En fait, ça c'est la première phase, on appelle la phase de notoriété. Okay, donc sur 100 personnes, combien vont connaître Puma? Donc on est à peu près à 92%, à peu près sur 100 personnes de la population française, un échantillon cible, il y a à peu près 92% des gens qui connaissent Puma. Donc étape 1. Étape 2, après la notoriété tout en haut, on va descendre d'un cran, c'est la considération. Donc ok, je connais 12 marques de running. Parmi ces 12 marques, lesquelles je vais considérer pour mon achat de chaussures de running. Ok, donc après, il y a plein de marques, et c'est pas parce que je les connais que je vais les considérer pour mon achat, ou que je vais les trouver intéressantes, si tu veux. Donc ça, c'est l'étape 2, la considération. Donc là, Puma, on est à peu près à 70%. Donc tu vois que tu as déjà une déperdition entre ceux qui connaissent et ceux qui considèrent. Après, l'étape 3, en dessous de la considération, c'est ce qu'on appelle la préférence. Parmi toutes les marques que je considère, admettons, j'en connais 12, j'en considère 6. Parmi celles que je préfère, il y en a 3. Donc ça, c'est la préférence, c'est l'étape 3. Et là, Puma, on peut descendre à en dessous de 50%. Grosso modo, il y a moins d'une personne sur deux qui va nous préférer. Ok. Donc, mon objectif, en fait, c'est d'augmenter tous ces ratios. Et ça dépend où on en est. On a lancé notre nouvelle gamme de chaussures de running, donc la gamme Nitro, il y a 4 ans chez Puma. Donc là, au début, en fait, tout le travail, c'était du travail de notoriété. Donc, c'est se faire connaître. Tu vois, c'est dire, ok, Puma, on fait du running, on a lancé un nouveau truc, et donc, en fait, finalement, là, ta stratégie de marque, en fait, c'est d'être visible à maximum. Ok, maintenant, on a franchi cette étape, les gens, ils savent qu'on fait du running, etc., etc. Et donc, on est plutôt à la phase, on a dépassé légèrement la considération, mais on va plutôt aller vers la préférence. Et donc, comment est-ce qu'on fait que, si tu veux, les gens qui veulent acheter des chaussures de running, ils préfèrent la marque Puma par rapport à une autre marque. Donc ça peut être par la signature d'athlète, ça peut être par les communications que tu fais, les ambassadeurs que tu as, les performances qu'ont tes produits, les magasins où tu vas être présent, etc., etc. Et donc tout ça, en fait, ça influe sur l'image de marque et grosso modo l'image que les gens vont se faire de tes produits et de ta marque. Et donc moi, je travaille là-dessus. Et en fait, tous ces critères en termes de pourcents sont mesurés à peu près tous les trimestres par des partenaires, tu sais, qui font des sondages un peu classiques. Et donc on va avancer comme ça. Après, donc ça c'est mon cas sur Running et Aerox. Très bien.
j'ai un collègue qui fait exactement la même chose, par exemple en foot. Et donc, du coup, en foot, tout le monde sait que Puma fait du foot. Tout le monde considère Puma comme du foot parce qu'il y a des grands joueurs, etc. Donc, lui, il est plutôt en avance sur la phase préférence. Donc, ça va dépendre après des sports, etc., etc. On peut voir au général ou on peut voir en particulier. Et donc, si tu veux, ça, c'est ce que je fais. Comment est-ce que concrètement, en fait, tu as quelqu'un qui se met au running, qui va dans un magasin spécialiste et qui dit, bon, voilà, je viens pour une nouvelle paire de chaussures. Donc, j'ai entendu parler de marque 1, marque 2, marque 3. Est-ce que je pourrais essayer des produits? Et en fait, comment est-ce que toi tu fais, ou comment moi je fais en l'occurrence, que dans son top 3, cette personne va demander du Puma dans le magasin, tu vois. Et donc, in fine, le but final, c'est de générer plus de ventes. Donc, si moi, en fait, j'ai un travail, si j'ai, pour reprendre le sujet de la nourriture sur ma table le soir, tu sais, pour le dîner, c'est parce que, in fine, on vend des produits. Donc, mon rôle reste quand même de vendre des produits, mais ça passe aussi par l'image de marque. Voilà. Pour passer de la notoriété à la considération, à la préférence, Ouais. il y a tout un storytelling de Oui. marque qui est mis en place. Oui. Comment aujourd'hui ta stratégie s'oriente? Alors, est-ce qu'il n'y a que finalement les athlètes? Est-ce que vous faites du sponsoring? Comment est-ce que ça fonctionne? Ouais, donc en fait, l'histoire qu'on veut raconter, donc spécialement sur le running et l'Irox, ce sont quand même euh, des sports où la performance est importante. Mon but n'est pas, je vais peut-être commencer par ça d'un point de vue macro. En fait, mon but n'est pas de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui se mettent à courir. Mon but n'est pas de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui font de l'Irox, même si on est partenaire officiel de l'Irox et que finalement, en ce moment, on voit bien qu'on grandit ensemble. Donc, Irox explose et que nous, derrière, on arrive à suivre. Mais c'est pas mon but. En réalité, moi, mon but, c'est qu'il y ait plus de gens qui courent en Puma, qu'il y ait plus de gens qui font un Irox en Puma. Et en fait, globalement, sur tous les sports en rapport avec la performance, la clé d'entrée, c'est une communication via la performance. Donc en fait, en visant le haut, si tu veux, du panier, les consommateurs les plus niches, la cible les plus niches, tu arrives à avoir un effet d'ombrelle, donc un effet descendant sur un marché plus large. En fait, étonnamment ou pas étonnamment, dans le sport, en fait, ça sert à rien de viser le gros du marché, la grande masse des personnes, parce que du coup, tu n'arriveras pas suffisamment à les inspirer. Pour les inspirer, leur raconter une histoire qui les inspire, il faut passer par le haut et plutôt par une approche performance. Donc, quand on a ce storytelling autour de la performance, avoir des athlètes qui sont performants et qui affichent en fait une image de performance et qui font la promotion de ta marque en lien avec leur performance, appuie en fait ton storytelling. Finalement, avoir un sponsoring d'athlètes, c'est que un canal parmi d'autres pour en fait exprimer ce storytelling. Parce que tu peux aussi le faire en ayant une communication très technique. Ok, on a sorti récemment une chaussure qui bat des records en termes d'économie de course, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on a fait des tests laboratoires, etc. Donc là, tu peux aussi avoir dans ton storytelling une approche très technique en disant factuellement, en laboratoire, on l'a testé, etc., etc. Cette chaussure a une meilleure économie de course, etc. Donc ça, c'est peut-être un canal parmi d'autres. Tu as les athlètes, tu peux sponsoriser des courses, etc., etc. Et donc, c'est là où le sponsoring d'athlètes, il va t'aider en fait pour raconter ton histoire. Tu as parlé de performance. Alors, on sait qu'en Amérique, c'est quelque chose qui est beaucoup valorisé. Est-ce que c'est ce côté performance, c'est aussi compatible pour la France et même l'Europe? Alors, je pense que les Américains sont pas les pires en fait en recherche de performance ou d'optimisation. Je pense que si on regarde du côté asiatique, en fait, les Chinois sont aussi un peu extrêmes notamment en fait dans leur pratique des sports olympiques, mais après ça c'est un autre débat. Effectivement, la culture est un peu différente, pas forcément de la recherche vers la performance. Néanmoins, même les Français, si on prend leur exemple là, quand ils se mettent au sport, en fait, ils recherchent toujours à s'améliorer. Et donc la performance, c'est pas obligatoirement gagner une course, mais ça peut être, donc toujours pour rester dans l'exemple du running, ça peut être améliorer ton 10K de 2 minutes, 3 minutes, 30 secondes. Ça reste en fait une performance, et ça dépend toujours par rapport à quoi tu te compares. Nous, quand on parle de performance, c'est effectivement de s'améliorer, de progresser. Donc après, est-ce que c'est compatible avec ton rythme de vie? Ça dépend aussi de ce que tu recherches, tu vois. Néanmoins, même pour les gens qui cherchent pas spécialement de la performance et plus dans un marché de masse, qui veulent juste te mettre à courir, en fait, le fait que tu prennes une porte d'entrée de l'athlète qui
lui pour sa performance, lui ou elle pour sa performance fait confiance en la marque pour voilà, pour bien courir, etc., pour faire ses runs. Toi, en tant que consommateur qui cherche pas forcément la même performance, tu vas dire, ah ben, bon, si c'est bien pour cette personne-là, ça va être bien pour moi aussi, et donc du coup, tu te poses moins de questions. Et en fait, tu as un effet descendant comme ça, même si, in fine, culturellement parlant, tu vas moins chercher la performance, tu vois. Mais après, pour revenir à ce que je disais, en fait, d'un point de vue stratégique, quand tu es sur un marché, donc si tu veux développer le running, en fait, tu as deux solutions pour développer en fait le secteur du running. Soit tu es le leader et c'est uniquement le leader en fait qui peut faire ça, qui peut aller gratter autre chose. Tous les autres marques en fait il faut aller gratter chez les autres. Ou bien tu arrives avec quelque chose de disruptif. Le meilleur exemple que j'ai c'est le maillot de bain, l'espèce de combinaison une pièce qu'ils avaient à un moment les nageurs et donc qui a été interdit. Donc là en fait tu peux agrandir la taille de ton marché parce que tu apportes quelque chose de nouveau. Mais sinon, en fait, si tu n'as pas de disruption ou si tu n'es pas le leader, donc nous, en Puma, on n'est ni l'un ni l'autre, tu peux pas en fait dire, tu veux pousser les gens à running, à courir plus, les motiver, enfin faire un espèce de film inspirationnel, dire allez les gars, il faut se lever ce matin, aller courir. Parce que finalement, ce que tu vas faire, c'est que oui, les gens ils vont être inspirés pour courir, ils vont se dire allez, je vais me mettre à cette pratique-là, mais ils vont plutôt alors aller chercher les marques leaders plutôt que toi en fait qui n'a pas cette légitimité sur le marché là. Donc tu vas réussir ton but, mais finalement tu vas faire potentiellement augmenter les ventes des concurrents et c'est pas ce que tu recherches non plus. Tu es souvent, je pense, dans ton métier en contact avec des athlètes de différents pays. Qu'est-ce qui Oui. distingue un peu un athlète français d'un athlète américain ou je sais pas scandinave ou même chinois comme tu disais? Ouais, alors écoute, effectivement, j'ai réfléchi à cette question. J'ai eu l'occasion effectivement de côtoyer beaucoup d'athlètes étrangers, à la fois en athlétisme et en aérox. J'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup en CrossFit. Et je vais te dire qu'en fait, à un très haut niveau de performance, il y a de moins en moins de distinctions culturelles entre les athlètes. Je trouve qu'un top performer, en fait, athlétisme et un top performer Aerox sont beaucoup plus proches que un performeur moyen français par rapport à un performeur moyen allemand. Je trouve, enfin, ouais, je trouve que entre ceux qui sont vraiment le top de leur discipline, il y a de moins en moins de différence en fait. Parce que finalement, c'est toujours la même chose. C'est le sérieux dans le travail, la régularité, la discipline, faire les bons choix, récupérer, s'entraîner intelligemment, etc. Et finalement, on arrive toujours à la même chose. Et puis, ils sont tous là à vouloir gagner. En vrai, il n'y a personne qui se dit, tous ceux qui gagnent, ils se disent pas, j'y vais juste pour participer. J'avais entendu une phrase très juste d'un Olympien qui dit il n'y a jamais personne en fait qui a été médaillé d'or au JO sans s'être dit au préalable je vais être médaillé d'or au JO. Ça n'arrive pas en fait. Tu as aussi cet aspect du mental où du coup tu dois te dire je peux gagner et donc finalement tu récupères un peu le même mindset quel que soit le pays. L'Aerox, là, c'est en train d'exploser en ce moment. Il y a aussi pas mal de personnes qui, on va dire, veulent faire de l'influence. Alors, je vais essayer de lier les deux. Oui. Comment, du coup, dans un premier temps, est-ce qu'on identifie un champion, on va dire? Qu'est-ce qui fait pour toi ou même pour Puma un champion, du coup, au niveau de l'Aerox? Alors au niveau de l'Aerox, en fait, c'est pas compliqué. Parce que finalement, tous les Aerox sont quasi les mêmes, un peu de choses près. Donc le parcours est toujours le même, les exercices sont toujours les mêmes, les distances sont toujours les mêmes. Après l'ordre dans lequel tu vas faire les exercices et puis parfois un peu les virages entre les exercices vont faire que d'une course à l'autre c'est un peu plus rapide ou un peu plus lent, mais globalement c'est la même chose, donc il est assez facile en fait de comparer. Ça veut dire qu'en fait, tu as des sites un peu externes à Aerox où tu tapes prénom, nom de la personne et tu as tous ses résultats de toutes les courses qu'il a fait dans sa vie. Et donc, du coup, comme ça, en fait, tu vois facilement les classements. Donc après, en fait, comment distinguer d'un champion, c'est assez facile. Tu vas sur un site comme ça et tu regardes d'après la personne, est-ce qu'elle a des perfs élevés ou pas. Après, tu regardes pas forcément le premier, mais tu peux regarder en fait la courbe de progression. Tu peux aller regarder dans les détails par station où est-ce que ça pêche. Est-ce que pour prendre l'exemple très précis de l'Irox, tu peux faire en fait la distinction entre d'un côté le run et de l'autre côté les stations. En fait, le run est beaucoup plus long à développer en termes de performance
par rapport aux stations, où du coup, en fait, ça nécessite de la force, mais pas de la force énorme. Donc, je sais que construire de la force, c'est très dur, très long, mais construire en fait une base d'endurance en run, c'est aussi très long. Donc, finalement, tu as peut-être quelqu'un qui n'est pas dans le top, mais qui a déjà un excellent run, et tu vois qu'il doit s'améliorer sur les stations, ou que tu as aussi des temps en fait, de transition sur les aérox. Tu vois que ces temps de transition sont mauvais, et ben, tu sais que les temps de transition, par exemple, tu peux les améliorer en faisant plus en plus de courses. Donc tu te dis que ok, cette personne a potentiellement un potentiel, a probablement un potentiel. Donc tu fais comme ça en fait, tu regardes les temps et tu verras ça. Ensuite, donc ça c'est d'un point de vue purement performance. De deux, en fait, pour distinguer un champion par rapport à d'autres, souvent tu as le mindset qui est différent. Est-ce que en fait, pourquoi tu fais ça? C'est quoi ta raison pour laquelle tu fais ton sport, l'Aerox? Pourquoi est-ce que tu veux t'améliorer en Aerox? Est-ce que c'est juste pour briller sur les réseaux? Ça, c'est pas de mentalité de champion. Ensuite, tu vas aller voir un peu. Il y a un des facteurs clés de succès des sportifs à talent égal, c'est bien sûr le travail, hein, évidemment. Mais tu as aussi en fait l'entourage. Donc tu vas peut-être aller voir l'entourage de cette personne, tu peux discuter avec l'entourage et voir si cette personne a un entourage sain. Parce que du coup, ça fera une différence. Est-ce que tu as des gens qui te poussent vers le haut ou qui malheureusement te tirent vers le bas? Est-ce que ces gens te disent constamment t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur? Ça ne fonctionne pas non plus en fait. Il faut que tu aies un espèce d'entourage sain qui te pousse vers le haut, mais sans en fait te dire à chaque fois t'es le meilleur, même quand c'est pas le cas. Parce que sinon tu vas pas grandir non plus, tu vois. C'est le principe du feedback constructif si tu veux. Du coup, chez Puma, c'est comme ça que vous choisissez vos athlètes. Et une fois que vous les avez choisis, comment est-ce que vous fonctionnez au niveau des sponsoring? Est-ce que vous allez chercher, comme tu disais tout à l'heure, plus de la considération, peut-être en mettant en valeur la marque par l'athlète? Est-ce que vous proposez des codes promo, des cadeaux? Comment est-ce que ça fonctionne pour l'athlète? Ouais. Alors du coup, donc on va présélectionner des gens avec qui on aimerait bien travailler d'après en fait leur performance, d'après ce qu'on peut voir de la communication qu'ils renvoient notamment sur les réseaux. Après, généralement, on va rencontrer ces gens pour apprendre un peu plus à les connaître ou échanger avec eux. Ça peut être, tu sais, des échanges par DM sur Instagram. Hein, tu arrives vite à te rendre compte de la personnalité des gens. Après, un critère que moi je rajoute, c'est que faut que je les trouve sympas. À titre personnel, j'ai pas beaucoup d'athlètes, donc du coup j'ai une relation assez privilégiée avec chacun d'entre eux, ou chacune d'entre eux quand c'est le cas. Et en fait, si c'est des gens que j'apprécie pas spécialement, bah finalement mon quotidien il va pas être aussi réjouissant. Donc je préfère en fait. J'ai quand même un critère de sélection d'après de l'affinité. Donc oui, je sais que c'est complètement subjectif, mais en même temps ça impacte mon quotidien. Donc c'est comme ça. On essaye aussi d'avoir globalement chez Puma des gens qui sont un peu espiègles, un peu joyeux, un peu fun, en plus de la performance. Donc on aime bien qu'ils soient un peu, qu'ils aiment bien rigoler en dehors du terrain, si tu veux. Et quand ils rentrent sur le terrain, c'est go time et puis on y va quoi. On y va pour la course. Mais après, dans tout le reste, on aime bien aussi qu'ils soient un peu, qu'ils aiment bien déconner et que ce soit pas non plus trop sérieux tout le temps. Donc après, pour répondre sur ta question sur le sponsoring, donc nous, si on veut avoir une approche performance, si on cherche la performance, si on veut qu'en fait les athlètes qu'on sponsorise brillent grâce à leur performance, généralement comme ils sont déjà très forts, ils ont déjà une routine d'entraînement qui est bien ancrée. Après, nous, la différence qu'on va apporter en tant que sponsor, c'est qu'on va leur allouer, si tu veux, on va leur donner un montant financier qui va leur permettre de moins travailler à côté. En fait, les sports comme le running ou l'aerox sont plutôt des sports. Le running, je ne vais pas appeler ça un sport émergent, mais souvent, en fait, les athlètes de ces sports-là ont un job à côté, un vrai job. Ils n'arrivent pas toujours à faire uniquement leur job d'athlète et uniquement être athlète. Par contre, si nous, on va leur apporter un soutien financier qui est suffisant pour qu'en fait, ils puissent faire moins d'heures à côté, ça ne va pas forcément leur permettre de s'entraîner plus, c'est pas forcément ce qu'on recherche, mais qu'ils puissent davantage récupérer. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, à haut niveau, si tu t'entraînes de manière disciplinée et sérieuse, oui, ton programme d'entraînement que tu vas suivre fera une différence, mais la vraie clé, c'est ta récup à côté. Donc, est-ce que tu as le temps de faire des siestes? Est-ce que tu as le temps, en fait, de vider ta charge mentale? Est-ce que tu as le temps de te reposer? Est-ce que tu as le temps de rien faire? Parce que bon, si tu t'entraînes 20 heures par semaine,
et que en plus de ça, tu essayes de travailler 35 heures, 40 heures à côté, avec potentiellement des charges mentales de ton travail parce que tu es tout le temps occupé, parce que tu as ton boss sur le dos, etc., parce que tu n'arrives pas à être suffisamment performant, parce que tu es un peu fatigué quand tu arrives au travail, etc. Et bien tout ça, en fait, ça va avoir une incidence négative sur ta performance. Et donc, du coup, c'est ce que nous, on va chercher. Alors après, ça, c'est une philosophie personnelle, c'est que j'essaye de donner en fait aux athlètes plutôt un contrat qu'on va appeler moyen terme. J'essaye généralement de leur offrir 2 ans plutôt qu'un an. Comme ça, pendant 2 ans, en fait, ils ont cette tranquillité. L'idée, c'est de leur donner en fait un support financier, comme je t'ai dit, et je vais de moins en moins vers des primes en fait de résultats. Si on prend l'exemple de l'Irox, il y a beaucoup de courses. Il y en a tout plein, donc il y en a 5-6 par an en France. Tu peux facilement en faire 20-30 par an sans problème. Et en fait, moi, je trouve que pour une pratique optimale, gérer ses pics de forme, etc., tout ça, c'est trop. Donc, par principe, pour des athlètes Irox, je vais leur dire, il n'y a pas de prime de résultat si tu gagnes une course classique. Par contre, on va mettre des primes un peu plus importantes pour vraiment les échéances qui comptent. Donc, les championnats du monde, les championnats d'Europe. Et donc, en fait, de manière implicite, moi, je veux que l'athlète se concentre sur les pics de forme à ce moment-là, parce qu'il va se dire, OK, si je fais un bon pic de forme à ce moment-là et que j'arrive en forme, et que du coup, je fais pas trop de courses avant, d'autres, un peu parasites, je me concentre vraiment là-dessus, que je fais un cycle d'entraînement en rapport avec cette échéance-là, et ben, je toucherai ma prime. Et donc, in fine, moi, d'un point de vue marque, ils vont être techniquement plus performants, parce que c'est une chose de gagner les 5 courses françaises sur le territoire français, mais c'en est une autre d'être champion d'Europe ou champion du monde. Ça n'a pas la même incidence en fait dans l'imaginaire des gens, tu vois. Donc oui, c'est bien de gagner toutes les courses en France, mais si derrière en fait tu arrives fatigué au championnat d'Europe ou au championnat du monde et que tu fais une contre-perf, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Voilà, ça c'est grosso modo pour les contrats sponsoring. Après, si tu veux que je creuse un peu dans un axe ou un autre, t'es le bienvenu, Mehdi. Ouais, bah c'est vrai que le sponsoring, il pourrait avoir, alors je sais pas si les personnes qui nous écoutent s'en rendent compte, mais il pourrait avoir une responsabilité, une pression psychologique Oui. sur l'athlète, tu vois, comme tu l'as expliqué. Oui. Comment, alors là du coup, tu as expliqué déjà quelques étapes. Est-ce que vous faites autre chose entre la relation sportif-athlète, sponsor-athlète, pardon, pour éviter que ça ne soit finalement qu'une transaction, tu vois, qu'il n'y ait que l'argent derrière? Ouais. Alors oui, effectivement, il y a ça. Donc du coup, ça me rappelle une partie de ta question à laquelle j'ai pas répondu. On fait pas de code promo avec nos athlètes. Il y a 2 raisons pour ça. C'est on signe pas des athlètes pour la performance. La performance, plutôt d'un sens marketing ou vente du terme. Et je vais assez m'expliquer. C'est assez facile. Imagine, t'es un athlète, t'es super bon, t'arrives à nous vendre 100 paires ou 100 produits par mois. Tu es super bon, tu es un sacré influenceur et donc du coup tu postes tous les jours et tous les jours tu fais 3 ventes, grosso modo, donc 100 par mois. Donc sur une année tu vas vendre 1200 produits. Nous, Puma France, on en vend 12 millions. Donc en fait, tes 1200 produits sur 12 millions, quelque part, peu importe. Alors qu'en fait, développer une image de marque, tu peux en vendre beaucoup plus qu'en fait en faisant de la vente directe, en faisant des codes promo, etc. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, on ne fait pas de code promo parce qu'on a aussi un principe que si tu veux, d'un point de vue marque, en fait, nos produits, les prix auxquels on les vend, c'est le prix qu'ils valent. Et donc, si tu commences à mettre des codes promo partout, finalement, dans l'imaginaire des gens, c'est quoi le vrai prix? Donc, le bon exemple, c'est l'univers de la nutrition. Si tu prends les compléments alimentaires, tu as des marques qui décident de faire des petits codes promo parce que globalement le secteur malheureusement marche comme ça, et tu as des marques en fait qui décident de faire souvent des réducs à moins 42, moins 47, moins 50% sur ces produits. Donc finalement en fait, moi en tant que conso, je me dis que si je veux acheter cette marque qui fait tout le temps des promos de fou, si je l'achète à plein tarif, en fait je suis idiot et je me suis fait avoir. Et donc moi dans ma tête, en fait les produits qu'ils vendent vont valoir en fait la moitié du prix. Si Puma, en fait, on faisait systématiquement des moins 10, moins 20 sur nos chaussures, et ben finalement, dans l'imaginaire des gens, ils vont se dire, en fait, cette chaussure, elle vaut pas 200, elle vaut 180, elle vaut 160. Mais en fait, non. Nous, on vend nos produits 200 € parce que ça vaut 200 €. Là, le problème principal qu'on a
eu cette saison, donc printemps-été 2025, hein, donc le premier semestre, si tu veux, 2025, le principal problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas eu assez de paires à donner à nos clients pour qu'ils arrivent à les vendre. En fait, ils en vendaient beaucoup trop par rapport à ce qu'ils avaient. Et donc, nous, on n'arrivait pas nous, en tant qu'équipementier, et c'est un problème de riche à avoir, c'est super, on n'arrivait pas à fournir assez de produits pour les vendre. Donc, dans cette situation-là, faire un code promo, en fait, c'est contre-productif. Parce que finalement, tes produits se vendent, les gens les cherchent, les clients les veulent pour pouvoir les revendre. Donc, quel intérêt, en fait, de baisser ton prix? Si tu réfléchis purement d'un point de vue économique là-dessus, offre et demande, globalement, là, la demande est supérieure à l'offre. En théorie, il faudrait qu'on augmente nos prix plutôt que de faire des codes promo. Bon, après, c'est théorie économique de comptoir, hein, tu me diras. Néanmoins, les grands principes s'appliquent quand même. Donc, alors ensuite, pour éviter la relation purement financière avec l'athlète, déjà, il n'y a pas de pression en fait sur les chiffres qu'ils vont générer. On met un nombre de posts sur les réseaux dans le contrat parce qu'il faut en mettre un. Pourquoi il faut en mettre un? Parce que d'un point de vue juridique, en fait, si la personne ne poste pas, tu peux pas aller lui reprocher de ne pas avoir posté si tu n'as pas mis un chiffre dedans. Mais on essaie de mettre ce chiffre assez bas pour que en fait, cette personne aussi se concentre sur son entraînement et pas sur son post Insta de l'entraînement. Il y a quand même une nuance entre influenceur et athlète dans ce cas-là. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Ensuite, je t'ai dit que moi, à titre personnel, j'ai peu d'athlètes. Donc là, actuellement, j'en ai 4. J'en aurai bientôt peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. L'idée, c'est qu'en fait, ils ont tous mon numéro direct et quand ils ont besoin de quelque chose, je puisse leur apporter. Généralement, les relations financières et contractuelles sont négociées avec les agents, ou pas forcément, parce qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes qui n'ont pas d'agents, surtout sur les sports en fait que moi j'ai, donc le running et l'Irox, ou le CrossFit, hein, j'ai encore un athlète de CrossFit. Après, on va au-delà. Généralement, sur 100% de mes athlètes, je connais leur date de naissance, je connais les prénoms de leurs conjoints, je connais les prénoms des enfants, quand il y en a, les âges des enfants, pour du coup aller un peu au-delà. Et parce que j'ai besoin en fait d'une vision globale. Parfois, en fait, tu peux faire une contre-performance sur une course parce que finalement, dans ta vie perso, ça va pas et c'est OK. Et c'est OK parce que je sais qu'après, tu peux rebondir et que tu as toujours des hauts et des bas dans une carrière. Et comme ça, en fait, tu es aussi moins à la recherche de la performance sans tenir compte des facteurs extérieurs. Donc, pourquoi connaître, par exemple, l'anniversaire, c'est important? Généralement, on leur offre une petite tenue, on leur envoie une tenue complète, un peu à la mode en ce moment. Je vais aller voir chez mon collègue qui s'occupe du sport style et je vais dire ok, t'as quoi en ce moment? J'ai l'anniversaire de l'athlète qui arrive dans 2 semaines et donc du coup on s'arrange pour à peu près timer à 1 ou 2 jours près puisqu'on leur envoie des colis, des timés 1 ou 2 jours près, de leur envoyer un petit cadeau pour leur anniversaire. Et c'est pas grand chose, c'est pas un gros geste pour une marque, mais c'est en fait ces petits touches là qui aident. Après, j'essaie aussi de connaître en fait leurs préférences en termes de produits, tu vois, de ok, est-ce que c'est une athlète de CrossFit, elle aime pas le rose, elle aime pas le violet, bah très bien, on lui envoie jamais ça. Même si c'est en fait le coloris qu'on essaye de pousser en ce moment, que c'est le coloris un peu phare de la saison, et bah tant pis, je lui envoie autre chose. Et finalement, tu développes aussi une relation comme ça qui te permet d'aller au-delà en fait du contrat purement financier. Et puis tu essayes d'organiser des événements où, ok, par exemple, on fait un shooting. Dans une ville, donc l'athlète doit se déplacer, prendre une nuit d'hôtel, et ben tu l'emmènes au resto. Tu vas dîner tranquillement avec cette personne et puis tu parles un peu aussi d'autre chose que toi de ton quotidien, tu vois, ou du quotidien que vous avez ensemble. Et ça permet en fait de développer une relation qui est au-delà oui, du contrat purement athlète sponsoring. Et après, parfois, ça arrive que tu développes des liens d'amitié. Tu vois, moi, ça m'arrive souvent d'être où je peux considérer des athlètes ou anciens athlètes comme des amis maintenant, à force. Oui, puis finalement, 4 ou 5 athlètes à suivre, ça reste globalement, je vais pas dire facile, mais faisable pour une Oui. personne. Mais c'est pour ça aussi que j'en veux pas trop, parce que du coup, je leur envoie des messages avant les échéances importantes. On s'appelle après ou on s'écrit après pour se débriefer comment ça s'est passé. Écoute, c'est un samedi soir, t'as fait ta course, tu finis à 11h, et ben tant pis, on s'appelle, tu vois, on s'appelle un quart d'heure, on discute un peu, ça s'est bien passé, etc. Tu vois. Et donc du coup, comme ça, effectivement, t'arrives à développer une relation qui est au-delà. Et puis parfois, tu sais,
C'est très compétitif. Le sponsoring d'athlètes, finalement, tu as pas mal de marques qui peuvent proposer la même chose. Et donc, du coup, en fait, si toi, d'un point de vue budgétaire, tu es déjà capé, en fait, tu es déjà au max, tu peux pas offrir plus, ou tu penses pas que ça vaut le coup d'offrir plus, et ben tu essaies d'apporter quelque chose en plus à cette relation. Et après, tu vas avoir des athlètes qui vont le valoriser en disant bah non, moi je préfère prendre sponsor B parce qu'il m'offre 5 000 € de plus par an. Et ben non, moi je préfère sponsor A 5 000 € de moins. Bah tant pis, ouais, mais ok, j'ai une meilleure relation avec la personne de cette marque-là. Et puis après, ben, si la différence elle est de 1 000 € et que tu trouves que la personne en face valorise pas votre relation à hauteur de 1 000 €, et ben tu te dis, bah, ça vaut peut-être pas le coup, tu vois. Ça permet aussi de trier comme ça. Oui, c'est vrai, des fois, ça se fait pas, et puis Non, c'est comme voilà, ça. exactement. Concernant du coup les athlètes Aerox, Ouais. alors tu as déjà parlé pas mal de besoins. Est-ce qu'il y a d'autres besoins en sponsoring que les athlètes pourraient bénéficier? Et comment non, je te poserai la question après. C'est plus au niveau après du personal branding des athlètes. Est-ce que vous les accompagnez? Mais d'abord, dans un premier temps, Oui. est-ce qu'il y a d'autres besoins, peut-être par exemple au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement? Peut-être aussi, tu as parlé du repos. Est-ce que vous fournissez d'autres aides? Ouais, alors du coup, nous, non, on ne fournit pas d'autres aides. On apporte en fait un soutien financier en tant qu'équipementier et on apporte l'équipementier qui te permet finalement de faire tes courses. Donc je pense qu'il y a une corrélation directe entre ta performance de run et les chaussures que tu portes, ça c'est certain. Donc déjà, on apporte de ce côté-là. Euh, Après, comme je te disais, l'apport en financier permet à l'athlète de plus récupérer. Dans ses autres besoins, donc effectivement, il y a la récupération. Bon, tu en as déjà parlé dans différents épisodes du podcast. Le facteur numéro 1 de récupération, c'est le sommeil. Hein, faut pas. Donc nous, en fait, si tu veux, à part leur apporter de la paix mentale en se disant on te signe un contrat 2 ans, tu as pas t'es pas obligé de faire des courses, tu fais juste les grandes échéances et c'est juste là où tu dois performer. Et ben peut-être que finalement ça t'apporte un peu de relâchement au quotidien et ça permet de mieux dormir ou pas, on n'en sait rien. Enfin bon, tu sais, c'est comment que ça fonctionne. Après, effectivement, la nutrition c'est très important. De ce côté-là, en fait, très honnêtement, je pense que Puma, on n'a pas d'expertise. On est une marque qui ont fait des articles de sport. Et dans ce cas-là, moi, je conseillerais toujours à un athlète Aerox de se rapprocher d'une marque euh, qui est plutôt une marque de nutrition, de compléments alimentaires, qui aura des meilleures expertises. Donc moi, j'ai des athlètes, où j'ai un athlète Aerox là qui est sponsorisé par NutriPure, où NutriPure en fait apporte une expertise en fait sur le point de vue nutritif, où ils ont des diététiciens, ils font passer des tests, ils font des analyses en fait de tes besoins nutritifs, etc. Ils te donnent des conseils d'amélioration et tout ça. Donc ça, effectivement, Et puis finalement, vous apportez peut-être aussi le réseau de ces ouais. professionnels-là. Ouais, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est que souvent on s'entraide beaucoup entre marques là. Quand on s'entend bien avec les marques, donc notamment ça marche avec NutriPure, ça peut être, tu sais, NutriPure, il sponsorise quelqu'un du côté nutrition, cette personne veut se mettre à l'Aerox, elle aimerait bien peut-être le faire avec de bonnes chaussures et demander est-ce que ça vous intéresse Puma de fournir l'équipement. Ouais, ça nous intéresse. Écoute, on a cet athlète sous contrat, il n'a pas encore de sponsor nutrition, on va l'avoir, on va le signer le mois prochain, je pense qu'il est très bien. Est-ce que tu veux pas le prendre Est-ce que ça t'intéresse aussi? Moi j'ai une bonne relation avec lui, on échange comme ça. Là cette semaine on a eu l'occasion de faire un shooting avec notre athlète d'Irox et en fait pour le shooting moi je suis allé faire le tour de ses sponsors, je leur ai dit les gars si vous voulez moi je vous offre, je vous fais quelques photos, une poignée de photos avec vos produits, envoyez-moi des échantillons ou ce que vous voulez mettre en avant, et puis nous on l'incorpore au shoot, je vous donne les photos derrière. Bon, ça vous coûte rien de votre côté, moi franchement ça me fait perdre un peu de temps, d'accord, mais après si de l'autre côté ce sponsor pour cet athlète, pour le mettre en avant, leurs produits avec notre athlète, et ben du coup l'athlète il est habillé entièrement Puma, donc finalement ça fait plus de visibilité moi pour ma marque, ça m'a pas coûté grand chose. Eux, ils sont contents aussi, ils ont des photos gratos, on leur donne les droits, faites ce que vous voulez. Donc finalement, échange de bons procédés, tu vois. On essaye de faire ça. Après, sans être trop prétentieux, je pense que souvent l'équipementier, c'est le sponsor principal d'un athlète dans des sports comme le running ou l'Aerox. Et quand tu es sponsorisé par, particulièrement en Aerox, par la marque sponsor de l'Aerox au global, donc nous on est partenaire de tous les Aerox dans le monde entier, Puma. Si en fait en tant que Puma, si tu signes un athlète officiellement Aerox, tu lui apportes aussi une certaine crédibilité, une légitimité qui va lui ou elle lui permettre d'aller chercher d'autres sponsors. Parce que justement, il y a ce tampon, ok, tu sais, enfin, si moi j'étais agent, j'irais voir d'autres marques en disant, écoutez, il y a Puma qui nous font confiance.
est-ce que vous voulez être de l'aventure ou pas. Et je pense que ça les aide aussi quelque part, en étant très humble, hein. Tu as parlé de NutriPure, je vais en profiter pendant 2 minutes, chers auditeurs, pour vous rappeler, si vous consommez des compléments alimentaires, que ce Oui. soit de la whey, de la créatine, des BCAA, peu importe, et que vous avez peut-être parfois un doute sur la qualité ou vous voulez savoir plus précisément ce qu'il y a dedans, on a sorti avec InNuts We Trust l'application qui s'appelle ScanNuts, disponible gratuitement sur Android et iOS, qui vous permet de scanner, d'analyser et de comparer tous les produits pour sportifs, donc que ce soit les compléments alimentaires ou les produits un peu plus diététiques, type les barres protéinées, les boissons énergétiques, ce genre de choses. Donc, si ça vous dit d'en savoir plus, téléchargez l'application gratuitement sur Android et iOS, ça s'appelle ScanNuts. J'ai pas cité NutriPure par hasard, hein. NutriPure a quand même des bons scores sur le Scannet. Tout à fait, ouais, c'est vrai, très bonne marque. Comment du coup, Puma, est-ce que, pas comment, mais est-ce que vous accompagnez du coup vos athlètes sur le personal branding du coup, sur la façon dont ils doivent poster, la façon dont ils doivent communiquer par rapport à la marque Puma? Alors ça, c'est un vaste débat. Je pense que généralement, les athlètes sont capables en fait de s'entourer de gens qui sont spécialistes là-dedans, de gens qui font du personal branding, qui communiquent à leur place, etc. Mais pas forcément. Nous, on peut effectivement leur donner des conseils. Cependant, moi, j'ai toujours peur quand même en fait de changer un peu l'authenticité de l'athlète. Et souvent, on les sélectionne aussi pour leur capacité à communiquer. Aussi, hein, il n'y a pas que la performance, leur capacité à communiquer est importante aussi. Et j'ai pas envie, moi, de changer la manière dont ils communiquent. J'ai pas envie d'avoir un discours lissé de marque qui est à peu près identique à tous les athlètes. Moi, je veux en fait, je les prends aussi pour leur personnalité, tu sais, un peu leur côté espiègle, comme je disais avant. Et ça, en fait, c'est difficile à, à transmettre, si tu veux. Donc, je te dis que c'est aussi important la manière dont ils communiquent, parce qu'en fait, si tu veux, ça va être peut-être dur à entendre pour beaucoup d'athlètes, mais moi je pense qu'un athlète qui globalement fait troisième sur les compètes et qui communique très bien euh, sera plus valorisé par une marque qu'un athlète qui finit premier et qui communique beaucoup moins bien. Et ça, malheureusement, on peut pas toujours en fait viser uniquement la performance parce que tu as des athlètes qui communiquent très mal. Et donc c'est compliqué. J'ai eu l'occasion dans une vie passée de travailler pour un concurrent de Puma où il y avait un athlète très connu, très fort, qui gagne beaucoup de trails, qui savait pas communiquer. Et donc après, en fait, en tant que marque, tu n'arrives pas à l'utiliser. Tu peux pas le faire venir sur des événements, le faire parler à des clients, à des consommateurs, etc. Parce qu'il a du mal à s'exprimer, il s'exprime pas bien en public, mais il est très fort en run, tu vois. Et donc là, tu es un peu c'est pas la panacée si tu veux. Donc si tu arrives à avoir un communicant, et ça n'a pas besoin d'être le meilleur communicant, hein, je demande pas d'être des experts des relations publiques, experts du marketing, experts de la com, experts des réseaux, ça peu importe. Mais en fait que tu arrives un minimum à communiquer, que bon maintenant sur les réseaux, s'il vous plaît, que essayez d'écrire sans faute d'orthographe par exemple. Bon, et ça peut arriver à tout le monde de faire des fautes, hein, je dis pas le contraire. Mais si tu fais que ça et que tu sais pas du tout écrire, en fait, moi je pense que ta vie d'athlète professionnel est quand même fortement compromise. Quand tu vas chercher des athlètes internationaux, ben, c'est hyper important que tu parles anglais. Parce qu'après, quand tu vas faire des compètes à l'étranger, que tu vas faire des championnats d'Europe, des championnats du monde, si tu gagnes, tu es interviewé par la presse, par les broadcasters officiels, par ceux qui font le live, etc. Et donc, si tu peux pas répondre aux questions, ben, quelque part, tu as un peu de déperdition, tu perds un peu. Et c'est dommage. Ça veut dire que moi, en tant que marque, si on fait un événement pan-européen avec tous nos athlètes Aerox, bah, c'est trop cool, ça apporte de la visibilité à tout le monde. Mais si j'ai un athlète en fait qui parle zéro anglais, et ben est-ce que je vais l'emmener et puis faire la traduction 100%? Bah non, pas forcément, tu vois. Donc il y a aussi cette partie communication qui est importante. Après, très honnêtement, sur mes sports à moi, j'ai quand même beaucoup de chance. La plupart, en fait, du fait qu'il faut qu'ils aient un autre job à côté, c'est plutôt des gens éduqués. Sans vouloir tacler les footeux, c'est pas forcément le cas chez eux. Donc parfois, ben voilà.
Tu as parlé à un moment des vêtements. Ouais. Est-ce que du coup l'équipement, les vêtements, les chaussures sont sous-estimés, surestimés? Quel rôle ils jouent finalement dans la performance? Alors, je pense que les vêtements sont légèrement sous-estimés, que en fait un aspect marginal quand même de la performance grâce aux vêtements du fait de la respirabilité surtout. Sur mes sports à moi, sur mes sports de running d'Irox, en fait la respirabilité aide beaucoup parce que du coup tu arrives à te refroidir, tu as des performances techniques en termes d'évacuation de la transpiration, donc tout ça, ça va t'aider. Mais ce que je viens de dire est complètement faux sur les Irox où les athlètes portent pas de t-shirt. Là, le textile, en fait, tu peux en faire ce que tu veux. Finalement, si t'as pas de t-shirt, peu importe. Donc, il y a quelque chose à aller chercher. Mais Des c'est fois, ça vraiment pourrait à la même marge. peut-être être contre-productif. Enfin, là, je sais pas du tout, mais le fait de ne pas porter de t-shirt, peut-être que l'évacuation du coup de la transpiration se fait différemment, alors qu'avec un t-shirt, ça pourrait absorber un petit peu et du coup mieux respirer. Là, je sais pas du tout. Peut-être. Ouais, mais en fait, du coup, ça devient plus lourd. Potentiellement, tu peux débattre que ça devient plus lourd. Bon, après, ça reste minimum aussi. Mais c'est surtout tes performances de refroidissement en fait, parce que quand tu es à haute intensité, tu as tendance à surchauffer et si tu veux le plus de refroidissement possible que tu as, le mieux ce sera. Et puis après, bon, écoute, par les temps de grande chaleur, on sait tous que je sais pas, dormir avec un minimum de vêtements te permet quand même de rester plus frais que si tu mets des couches, autant techniques soient-elles, tu vois. Donc ça c'est pour le textile. Pour les chaussures, oui, ça fait une vraie différence en fait. La performance sur la course à pied, en fait, on voit bien tous les chronos sur les courses de run pur et dur. Les chronos tombent, oui, parce qu'on a progressé sur la science de l'entraînement, on a progressé sur la nutrition, sur les apports en nutriments au bon moment, sur 60 grammes de glucides par heure, etc., etc. On a progressé sur tout ça, mais on a aussi progressé en fait sur la qualité des chaussures. Et après, en fait, moi, je mets au défi de chaque runner de se dire bah ok, je prends les chaussures les plus pourries que je trouve et après je prends des chaussures haut de gamme du marché. Je fais un test, un run avec, un run sans. En fait, la différence est tellement flagrante euh, que même psychologiquement, en fait, tu te dis oui, ok, ça fait une vraie différence. Donc après, ceci étant dit, je mettrais quand même les chaussures comme surestimées parce que oui, ça fait une vraie différence. Mais je mettrais ça comme surestimé parce que souvent, on a tendance à privilégier l'achat de matériel haut de gamme en premier avant en fait de régler les facteurs prédominants. Donc l'entraînement et la récup. Et c'est pareil en fait avec les compléments. C'est pas parce que écoute, si t'es stressé tout le temps, en fait, c'est pas en achetant des gélules d'ashwagandha que ça va se régler. C'est pas si tu manges trop de calories, c'est pas en prenant des brûle-graisses que ça va compenser. C'est pas en prenant du konjac ou que sais-je que ça va régler le problème. Et c'est pareil en fait avec ta performance sur le run ou sur l'Irox. Commence déjà par avoir un bon plan d'entraînement. Et c'est une science aussi l'entraînement, donc va chercher des bons coachs, etc. Enfin, fais pas les choses n'importe comment dans ton coin. Après, tu te concentres sur ta récupération, sur ton sommeil, etc., sur ta charge mentale, sur ton stress. Donc après, ensuite, en complément, tu peux aller chercher des compléments alimentaires et tu peux aller prendre de meilleures chaussures qui t'aideront. Mais Oui, sinon, c'est ça le va pas. principe de la pyramide, hein. Si on Bien commence sûr. par la pointe, c'est pas du tout stable, alors que Non, non. si on commence par les bonnes bases solides, et ben là, du Oui, coup, oui. toute la structure tient correctement. Ouais, et puis j'irais même jusqu'à dire qu'en fait en course à pied, quand tu vas chercher les modèles haut de gamme qui sont faits pour des coureurs qui ont une certaine musculature, une certaine foulée de pied, une certaine manière de courir, en fait si toi en tant que débutant tu prends ces chaussures haut de gamme, ça va être contre-productif. Moi je pense qu'en fait si donc là la grande mode c'est les chaussures à plaque carbone. Une chaussure à plaque carbone en fait vaut le coup si tu cours suffisamment vite. Si en fait tu fais un marathon en 4 heures et que tu décides de faire ton marathon en chaussures en plaque carbone, moi je pense que tu vas être plus lent que si tu fais sans chaussures en plaque carbone parce qu'à cette vitesse-là, en fait, le carbone n'influe pas, sauf peut-être négativement. Est-ce que tu Voilà, aurais donc, une vitesse à partir de ouais, laquelle les plaques carbone sont, on va dire, utiles? ouais. Ouais, donc du coup, nous, on a en fait le premier modèle entrée de gamme, donc à plaque carbone, qui est plutôt vu comme
une plaque carbone accessible dans le sens où même si tu n'es pas coureur expert, tu peux quand même t'en procurer et voir des différences. Moi, je dirais que ça vaut le coup à partir d'une vitesse inférieure à 4,45 au kilomètre, donc 4 minutes 45 au kilomètre, ça fait à peu près 12,5, hein, c'est 4,48, 12,5, donc 12,6. 12,65, là tu peux commencer avec ce modèle-là, et c'est pas un modèle haut de gamme, hein, c'est un modèle entrée de gamme en tant que carbone. Modèle haut de gamme, je pense sous 4,15. Donc 4,15, alors 4,15 ça doit faire, je sais pas, 15 km/h, je pense. Je crois que 4,14 c'est 15 km/h, donc 4,15. Et les modèles très haut de gamme, je pense que ça commence vraiment à être utile à partir de 3,45 au kilo. Donc 3,45 au kilo, on est plutôt 16, 16,5. Donc c'est pas pour tout de suite, hein. Quand tu sais que la moyenne des gens en run chez les hommes, c'est plutôt 5,45 et chez les filles, c'est 6,15. La plaque carbone est loin en termes de performance. Et enfin, ça, c'est un discours très honnête, hein, que je dois dire. Parce que oui, les chaussures à plaque carbone coûtent plus cher. Donc en théorie, ben oui, acheter nos chaussures plus chères, ça nous fera plus de revenus. Mais c'est pas comme ça qu'on construit une relation avec un consommateur sur le long terme. Ça sert à rien de lui dire écoute, achète cette paire à 300 euros. Tu verras que c'est la meilleure. Non, en fait, c'est pas la meilleure pour toi. Et moi, je préfère que tu achètes une paire à 130. Et donc, du coup, même pas la moitié, que en fait tu construises ton run sur le long terme et que en fait tu es tellement content de cette chaussure qu'après bah, tu progresses, tu achètes peut-être celle à 150, tu progresses encore, tu achètes celle à 170 à carbone. Très bien, là on commence à parler et puis en fait tu construis une relation sur le long terme avec ton client, ton consommateur, sinon en fait c'est pas l'objectif non plus, tu vois. Juste du coup pour préciser, Oui. 4,15 on est autour de 14 km/h. Et après, tu avais dit en dessous 3,45. Et 3,45, 3,45, on est à 16. 16, voilà. Voilà. Pour les Ouais, donc alors pour peut-être résumer, tu peux commencer à toucher de la plaque carbone si tu cours un tout petit peu plus vite que 12. Ensuite, les modèles plus haut de gamme à 14 et puis vraiment les modèles, les Pinnacle Products, donc les modèles très très haut de gamme à partir de 16 km/h, ouais. En sachant que les athlètes élites font des semi-marathons ou des marathons en 20-25 km/h, quoi. Tu vois bien qu'il y a une énorme marge derrière. Ah oui, bah, je n'en doute pas. Est-ce qu'on aurait atteint un pic, on va dire, de technologie au niveau des chaussures ou non, Puma va continuer d'innover? Alors c'est c'est une bonne question en fait. Jusqu'à quel point on peut pousser l'innovation? Donc là, on pense qu'on l'a poussé énormément. En fait, le dernier modèle très haut de gamme qu'on a sorti fin avril, donc il y a 2 mois à l'heure où on enregistre, on est en moyenne par rapport aux autres modèles du marché, on est 3,15% meilleur en termes d'économie de course. Donc tu vois, là on parle quand même, et c'est une vraie différence, et c'est déjà disruptif quand on parle de 3% en fait d'amélioration. Donc par rapport à la concurrence, tu vois. Donc est-ce qu'on va arriver à chercher encore 0,5, 1%? Ouais, très probablement avec la prochaine génération qui sortira dans 1 ou 2 ans, on arrivera encore à gratter un peu. Après, est-ce qu'on arrivera à faire une vraie disruption? Ça, je peux pas dire, parce que bon, en même temps, il y a 4 ans, on savait pas qu'il y aurait des chaussures à plat carbone qui permettraient d'exploser des records. Et donc, du coup, on travaille effectivement sur des recherches un peu dans tous les sens, mais c'est difficile de continuer le progrès indéfiniment, tu vois. Combien de temps il faut pour développer une chaussure comme ça avec cette innovation-là? Du point de départ jusqu'à la commercialisation, à peu près 3 ans. Ouais, quand même, ça fait. Ouais, c'est long, bah, parce que tu as beaucoup de tests, parce que tu fais beaucoup d'essais, etc., etc. Après, maintenant, on a des process qui permettent d'accélérer ça, puisque du coup, tu fais toutes les modélisations en 3D directement via l'ordinateur, plutôt que de faire des enregistrements avec des modèles où ça va être les athlètes qui vont les porter, avec des modèles d'échantillons, avec différents ajustements et qui vont courir, tu vois. Alors que là, en fait, tu fais que des calculs par ordinateur, donc ça te permet, en fait, quand tu crées ton premier vrai échantillon, que tu fais tester pour un athlète, nous on était à 95% d'accomplissement déjà, ou du modèle final, parce que du coup tu as déjà fait tous tes calculs au préalable, donc ça permet un peu d'écourter ça. C'est-à-dire que ton temps de développement entre le modèle fini et l'idée, tu arrives à le faire en 1 an et demi, 2 ans. Après, je te disais 3 ans de commercialisation, parce que derrière, en fait, il faut que tu planifies les usines,
que tu commandes les matières premières, que tu mettes sur le marché, etc. Et là, généralement, on compte, allez, quand tu es bon, tu peux le faire en 10-11 mois entre un modèle qui est fini. Donc, et ça, c'est ton échantillon final. Après, tu le transmets aux usines qui vont le passer en production. Donc, avec la commande des matières premières, tu sais, pour faire les revêtements, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je compte 3 ans au total, jusqu'à la commercialisation, si tu veux. Est-ce que pour toi, dans la performance, il y a d'autres sujets qui pourraient faire la différence? Moi, je pense que la vraie performance maintenant, c'est la customisation de la nutrition. C'est que du coup, de faire en fait des tests sur comment est-ce que tu réagis. En fait, bon, avant, je parlais des 60 grammes de glucides par heure. Donc là, on en est en fait, et tu pourras voir avec les marques de compléments alimentaires, mais ils en sont à tester en fait les athlètes, de se dire on teste 65 grammes, est-ce que tu les supportes? Non. 64, non. 63, non. 62, oui. Ok, donc 62 grammes par rapport à 60, et donc du coup, ça va t'apporter 0,5% de progression, mais en fait, c'est toujours là, et du coup, tu peux ajuster comme ça. Après, on parle beaucoup en fait de la nutrition du jour de course. Je pense que il y a une énorme incidence aussi sur la nutrition de ton quotidien, la nutrition de l'entraînement. Là, ce qui est poussé en fait dernièrement, c'est tout ce qui est apport intra-training, donc ce que tu vas prendre en fait pendant tes entraînements. Donc j'en parlais avec un de nos ambassadeurs run, un de nos athlètes run, il s'appelle Mostafa Salmi. Pour lui, en fait, il a vu la différence de prendre de l'intra-training sur ses entraînements, sur sa capacité à récupérer. Du coup, j'imagine que le corps va moins puiser dans les réserves, et ça lui permettra en fait de récupérer plus vite. Et récupérer plus vite, ça veut dire que tu peux t'entraîner soit plus tôt, soit davantage, soit plus fort. Et donc ça fait une différence de performance. Moi, je pense que l'essentiel reste quand même là. Et je peux pas dire que ça vient. J'aimerais bien dire que c'est uniquement du côté équipementier, hein, mais c'est pas vrai. Ceci étant dit, il y a des sports, notamment sur l'Aerox, où tu as besoin d'un bon compromis entre une très bonne chaussure de run, donc c'est le cas chez Puma, et aussi d'une bonne accroche pour toutes les épreuves en rapport avec le sled / chariot, où du coup ça glisse. Donc on a une bonne accroche sur la semelle. Il te faut ce combo des deux, et peut-être que tu as d'autres marques, certainement tu as d'autres marques qui manquent l'un ou l'autre, et donc du coup après ça pêche. Ça sur la performance, ça c'est sûr, hein. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est très rapide d'acheter des Puma, et puis on voit bien que chez les gens qui font de l'Aerox, les top performers, 1 sur 2 est en Puma. Ouais, et puis ce qui est super intéressant avec l'alimentation, c'est que ça, c'est propre vraiment à chaque personne, Chacun. parce que les personnes vont digérer différemment, Ouais. n'aiment pas les goûts, etc. Donc il y a vraiment de la recherche, du test, et puis pour Ouais. arriver à quelque chose de performant. Non, mais complètement. Et après, sur des sports olympiques, quand tu vas chercher les dixièmes de seconde, là, ça devient intéressant pour nous en tant qu'équipementier de faire des chaussures custom pour l'athlète, où du coup, tu vas prendre des empreintes de ses pieds, les mesurer, etc., et de faire exactement la bonne chaussure. Sur des sports comme l'Aerox, où ça se joue à plusieurs secondes, c'est moins important, parce que finalement, c'est vraiment à la marge que tu vas pouvoir développer ça. Et tu n'avais pas les mêmes niveaux d'enjeu que sur des JO qui ont lieu tous les 4 ans, tu vois. Donc on n'a pas tendance à faire trop de chaussures custom. On commence à le faire de plus en plus en foot, où du coup tu as des athlètes de foot qui demandent en fait des chaussures qui sont moulées d'après leurs pieds, et donc c'est leur pointure propre à eux. Après, tu sais, on n'est pas forcément équilibré ou purement symétrique côté gauche, côté droit en tant qu'être humain, donc ça peut arriver que tu as un pied qui est un peu plus grand, un peu plus petit. Donc parfois tu aimerais peut-être une demi-pointure sur un côté en moins par rapport à l'autre, et donc du coup ça tu peux faire plutôt que de faire avec des modèles de série, tu vois. Voilà. Pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient un peu choisir une chaussure du coup pour effectuer un Aerox, comment est-ce que tu pourrais les conseiller? Par quoi ils devraient commencer, rechercher suivant leur niveau? Ouais, alors bien sûr, du coup, moi je conseillerais d'acheter du Puma, évidemment. Après, en, en toute subjectivité. Donc, on a parlé des vitesses. Je pense que ça sert à rien d'acheter du carbone si vous courez pas très vite. Donc ça, on a parlé des vitesses. Mais outre ça, en fait, il est possible que en fait, Puma soit pas la meilleure marque pour vous, d'après la manière dont vous courez, d'après la manière dont dompter votre foulée, dompter vos pieds, etc., etc. Donc, je conseillerais quand même en premier d'aller voir un magasin spécialiste. Au moins, si vous n'êtes pas un coureur régulier et que vous débutez, allez voir un spécialiste.
qui eux vous regarderont courir parce que comme ça à distance en fait sans voir la personne, sans poser des questions, c'est difficile. Euh, Après, une fois qu'on est plus expérimenté, qu'on sait un peu ce qu'on recherche, il y a différents modèles de gamme avec plus ou moins d'amorti. Donc, est-ce qu'on veut plutôt sentir le sol ou plutôt sentir l'amorti? Et donc là, en fait, je vous inviterai à plutôt aller chercher ce qui vous convient. Si vous courez suffisamment vite, allez chercher du carbone. Ça fait une vraie différence. Néanmoins, nous, on le voit chez nos athlètes, 80% de leur volume, voire 90% pour certains qui font vraiment du foncier, se fait sans plaque carbone, même s'ils sont athlètes et même s'ils auraient les vitesses à laquelle ils pourraient courir en plaque carbone. Il y a quand même un besoin d'un travail de pied différent sur les chaussures à plaque carbone qui est peut-être plus impactant sur le corps. Donc en fait, moi, je conseillerais de ne pas avoir toujours la même paire de chaussures. Et même de manière générale, hein, donc moi je le dis pour Puma, mais c'est la vérité dans toutes les chaussures de running. Retrouver en fait 100% de la capacité d'amorti et de retour d'énergie, de dynamisme, etc. de la mousse, ça prend généralement 48 heures. Donc en fait, si vous courez tous les jours, c'est bien d'avoir 2 paires de chaussures. Donc idéalement une Puma, 2 Puma idéalement, mais sinon une Puma plus une autre marque. Et en fait, vous alternez entre vos modèles. Après, si vous partez en vacances, je vous demande pas d'emmener 2 paires. Hein. Et c'est pas grave si une semaine dans l'année ou 2 semaines dans l'année, en fait, vous avez la même paire tous les jours. Ça fait rien, c'est pas dramatique. Mais en fait, on voit, en fait, il y a une corrélation entre le nombre de modèles qu'on a en course à pied et le risque de blessure. Plus on en a, moins on se blesse. Parce que du coup, le pied ne travaille pas tout à fait de la même manière, etc. etc. Et donc ça, c'est aussi important. J'aimerais qu'on parle d'un sujet un petit peu déjà d'actualité et qui peut un peu titiller certaines personnes, notamment les marques. Le modèle du sport, notamment en compétitif, est-ce qu'il ne serait pas un peu en contradiction avec la recherche de la durabilité? Je te donne un exemple. Par exemple, j'ai interviewé Xavier Thévenard. Lui, déjà, par exemple, de son côté, il a décidé de plus du tout prendre l'avion parce que c'était beaucoup trop énergivore. Donc voilà. Donc, comment Puma se place et puis c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, du coup, en fait, déjà, d'un point de vue santé, ce serait le premier point. Je pense que la pratique à très haut niveau de n'importe quel sport n'est pas bonne pour la santé. Je pense que tous les sportifs de très très haut niveau sont pas le meilleur exemple de santé parce qu'en fait leur pratique extrême en termes de performance demande aussi quelque chose d'extrême sur le corps qui n'est pas forcément le plus sain pour la santé. En fait, toutes les recommandations de l'OMS de bouger plus, etc. sont justes, mais jusqu'à un certain niveau. Donc ça, c'est déjà la première chose, parce qu'on parle quand même de durabilité, tu vois. Sur l'aspect compétition, l'exemple de Xavier est plutôt bon, parce qu'en fait, si tu es une marque qui est réellement engagée, en fait, c'est ce genre d'athlète qu'il faut aller chercher. Et donc, du coup, là, ce ne sera pas contre-productif d'avoir un athlète qui refuse de prendre l'avion pour ses courses et qui va prendre le train partout. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. L'industrie globalement de la fashion, c'est une des industries les plus polluantes au monde. Les derniers chiffres globaux sont que un produit sur 2 qui est produit par l'industrie fashion au sens large, hein, et donc nous les équipementiers sportifs on en fait partie, donc un produit sur 2 n'est jamais porté, jamais. Donc il finit directement à la poubelle. Alors du coup ça c'est un problème, un vrai problème. Donc nous, à l'échelle de Puma, on essaie de faire en sorte que l'impact soit moins élevé. Tu sais, en fait, c'est assez facile à justifier en interne parce que ça coûte moins cher. Quand on fait des échantillons de chaussures, souvent, soit on fait toujours la même pointure, donc comme ça, c'est assez facile après de pouvoir les refiler à des gens qui ont cette pointure-là, ou bien pour faire des économies et moins produire, on va faire qu'une chaussure sur 2. Après, du coup, bon, tu peux me dire que bon, qu'est-ce que tu fais de ta chaussure toute seule? Bon, pas grand-chose, hein, malheureusement. On travaille sur utiliser en fait du plastique recyclé dans les produits plutôt techniques. Donc, en fait, chez Puma, toutes les gammes techniques en polyester, c'est du polyester 100% recyclé. Donc on essaye en fait d'aller dans ce sens. Pour les pièces en coton, c'est pas possible d'avoir du 100% recyclé parce que du coup ça tient pas. C'est comme ça, c'est factuellement c'est ça. On a développé récemment une filière 100% made in France où du coup les produits, bon bien sûr le coton
il vient pas de France, tu t'en doutes, mais c'est assemblé, conçu, cousu, etc. en France, dans des ateliers français. Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu aller chercher des gens qui avaient plus forcément l'expertise ou des entreprises qui avaient perdu l'expertise parce que leur personnel est parti à la retraite. Donc aller rechercher des gens qui étaient à la retraite pour qu'ils puissent faire du vrai Made in France. On a même fait une collection en fait sur un des maillots de l'OM Made in Marseille. Donc où là en fait c'était tout fait dans Marseille. Donc bon, c'était encore plus difficile d'aller chercher ça. Donc effectivement on a des initiatives de ce côté-là. Après, je vais quand même juste mettre un peu l'accent sur quelque chose qui est du bon sens. Il y a effectivement des marques de running qui se disent plus durables. Entièrement d'accord. Que sur une paire de chaussures en fait de running, leur modèle est beaucoup plus durable que le standard de l'industrie du marché dans le sens développement durable. Donc c'est fait avec moins d'impact carbone, avec des meilleurs matériaux qui ont moins d'impact sur la planète, etc. Très bien. Ces chaussures-là ont une durée de vie de 200 à 300 km. Les chaussures Puma ont une durée de vie de 700-800 km. Si tu cours beaucoup, donc si tu cours un petit peu, oui, va acheter l'autre marque, l'impact sur la planète sera meilleur. Si tu cours beaucoup et que tu penses arriver à 800 km, moi je ne suis pas sûr que 2 ou 3 paires d'une marque plus durable soient in fine plus durables qu'une seule paire de Puma qui est moins durable. Donc après, en fait, c'est question d'équilibre. Oui, puis il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est pareil, si on fait fabriquer en France, mais que la matière première n'est pas durable, et finalement la matière première qu'on a fait importer, les personnes de l'autre côté ne vivent pas de leur travail, ça n'a aucun intérêt que ce soit un impact environnemental. Enfin, voilà, il faut vraiment, c'est pour ça aussi, je reprends encore Scannuts, on compare vraiment les compléments sur les 4 catégories importantes. Et c'est exactement pareil, je pense, pour la fabrication de chaussures. Il y a l'éthique, il y a le coût également. Enfin, il y a vraiment plusieurs paramètres à prendre en compte et c'est ça aussi qui compte, quoi. Il ne faut pas comparer qu'un seul paramètre, sinon c'est trop facile. Bien sûr. Non, mais complètement d'accord. Après, bon, malheureusement, les consommateurs, ils votent avec leur porte-monnaie, tu vois, et que si nous, on décide de faire une capsule Made in France et que le t-shirt, il est chez Intersport, il coûte 40 plutôt que 25, et que derrière, les gens n'en achètent pas, Intersport ne voudra plus en acheter, Puma ne pourra plus en produire. Donc après, nous, on peut avoir, si tu veux, aussi les initiatives qu'on veut, et ça c'est purement, je mets ma casquette équipementier, hein, on peut avoir les initiatives qu'on veut, si derrière, en fait, on n'arrive pas à les... potentiellement, oui, un t-shirt qui est 100% Made in France, il va coûter plus cher qu'un t-shirt qui vient d'Asie. Voilà. Après, chez Puma, pour raisons écologiques et économiques, on évite un maximum, en fait, comme on produit en Asie, hein, comme globalement tous les équipementiers, on évite de faire venir ça en avion. On va privilégier le bateau. Donc oui, bah, ça va mettre 3 mois à arriver, c'est comme ça. Et donc du coup, c'est pour ça qu'avant je te disais 1 an de commercialisation, bah oui, parce qu'il y a les 3 mois de bateau dedans. Et si tu fais de l'avion, c'est 2 semaines. Donc après, bah, tu as des marques qui choisissent de privilégier en fait le voyage par avion pour justement que les produits arrivent plus vite, etc. Moi, je pense pas que ça vaut le coup. Je pense que ça coûte moins cher du coup d'un point de vue financier d'utiliser le bateau et puis l'impact écologique est quand même largement meilleur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il y a plusieurs initiatives là, qui commencent à arriver, notamment les transports par voilier. J'ai interviewé Arlette Romer des Jardins de Gaïa. Pour ceux qui ne savent pas, ils vendent du thé, des tisanes, etc. Et eux, maintenant, ils ont testé déjà plusieurs fois l'import par voilier. Et ça marche. C'est chouette. Alors, ça prend du temps, mais effectivement, au niveau de l'impact environnemental, bah, c'est inférieur. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup. Il y a cette initiative dans le café aussi. Oui, tout à fait. Ouais, du coup, c'est un peu le même principe, mais je suis avec le Grand Sale, par exemple. Oui, exactement. Ouais, chers auditeurs, j'ai également interviewé, alors je fais encore la promo, Jacques Barrault de Grand Sale, c'est l'épisode 57 du podcast, si ça vous intéresse, où on parle effectivement de ces initiatives-là sur le café, le chocolat également fait par voilier, quoi. En tout cas, pour conclure là-dessus, oui, les équipementiers, on n'est pas les meilleurs, mais on essaye de s'améliorer. On travaille quand même pour, et après, ça prend beaucoup de temps. Je pense que dans ce secteur-là, ça a besoin quand même d'une disruption. Et on sait historiquement, si on regarde d'un point de vue stratégique sur les autres marchés, que la disruption ne vient que rarement des acteurs en place. La disruption des voitures électriques dans le monde automobile n'est pas venue d'une des grandes
marque automobile implantée depuis son temps. C'est venu de Tesla qui débarque comme ça. Bah, une grosse marque qui est déjà implantée, ça devient très compliqué Oui, de changer tout du oui, jour au lendemain. effectivement. Elle a déjà ses Oui, processus, peut-être ça fait déjà 10, oui, 15, 20 ans oui, qu'elle fait comme ouais, ça. C'est impossible de changer du jour au lendemain. ouais, Ça demande des années déjà d'expertise, de calcul, etc. Parce que forcément, il y a tout qui bien change. sûr, Alors qu'une nouvelle marque qui se lance, bah, elle fait tout là. Donc, enfin, complètement, c'est un autre sujet. complètement. C'est vrai que c'est compliqué. Mais ça nous donne pas une excuse pour ne pas faire mieux. Tout à fait. Écoute, Clément, je te remercie beaucoup pour toutes tes explications. On arrive doucement aux 2 dernières questions de l'épisode. Ouais. Pour toi, c'est quoi bien manger? Personnellement pour toi? Euh, Moi, c'est manger de saison bio local, pas forcément dans cet ordre-là. Le moins transformé possible, euh, avec des avec des épices et des herbes aromatiques pour rendre le tout un peu meilleur, potentiellement. Euh, voilà, avec la bonne qualité, etc., bien sourcé, tout ça, comme je l'ai mentionné. Et je pense aussi en quantité suffisante par rapport à tes besoins. Euh, donc suffisante si, par exemple, tu pratiques beaucoup de sport, il faut manger assez. C'est souvent un défaut des gens. Euh, mais c'est pas pour autant non plus qu'il faut manger trop. Voilà, pour moi, ça, c'est la définition de bien manger. Tu le sens, toi, sur tes performances à l'Irox, suivant comment tu manges, ça a un impact? Moi, je pense que ouais, complètement. Je le sens sur ma récupération, je le sens sur ma capacité à m'entraîner, etc. Enfin, ça arrive comme tout le monde de manger des choses qui sont pas forcément saines. Ça peut arriver de, je sais pas, de commander des pizzas. Donc, un pizza vendredi soir, je t'assure que la séance de sport le samedi matin est pas la même que si tu as mangé quelque chose de plus sain la veille. Et ça, c'est le jour et la nuit, quoi. Hmm. Mais vraiment, hein. Donc oui, complètement, 200%. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est quoi ton... Alors, on en a sûrement déjà parlé, mais c'est quoi ton petit plaisir alimentaire, ta collation, ton snack favori? Ça peut aussi être un plat ou un simple aliment. Du coup, je dirais chocolat noir, minimum 70%, bio, bien sourcé. Euh, ouais, minimum 70, ouais. Alors, si possible, plutôt, j'aime bien soit l'Amérique du Sud, plutôt l'Amérique du Sud pour aller chercher un peu des goûts un peu fruités. Finalement, ce que je retrouve aussi un peu dans le café, tu vois. Euh, donc là, en ce moment, pour citer une marque, j'aime bien Kauka. Qu'on trouve généralement en supermarché bio, que je trouve en rapport qualité-prix très bon. Voilà, le chocolat noir de chez eux, très bien, quoi. Et finalement, le banger, c'est un bon café avec un bon carreau de chocolat, et là, c'est la meilleure journée. Ouais, en fait, ça c'est vrai, je suis d'accord. Après, ça tu prends plus, tu sais, à 11 heures ou post déjeuner. Ce qui marche très bien avec le café, c'est un très bon pain au levain, plutôt farine complète. Bon, de toute façon, généralement, quand tu as du pain au levain, donc bio, effectivement, avec un beurre demi-sel, donc aussi bio, bien sourcé, etc. Je sais pas pourquoi je précise demi-sel, puisque le beurre, de toute façon, doit être avec du sel, comme diraient tous les Bretons. Ça fonctionne aussi extrêmement bien avec le café, hein. Ah, j'ai jamais fait ça, tu vois. Autant le café, un bon café avec un bon carreau de chocolat. Alors moi, là, je suis sur du 100%. Ok. J'avoue que je kiffe vraiment bien, mais c'est vrai que la tartine avec le beurre, j'ai pas fait ça. Mais écoute, c'est très bon, donc je t'encourage. Prends vraiment un super pain. Le pain, du coup, il me semble que tu l'as interviewé, le pain de Panevivo. Ouais, j'allais Euh, dire, je mange rarement du pain, mais quand j'ai envie de pain, d'un bon pain, bah ouais. effectivement, je fais une commande sur Pane Vivo. Là, on la reçoit le pain frais. Enfin, c'est bon, bref. Chers auditeurs, oui, si ça vous intéresse, j'ai interviewé Pane Vivo. Donc, c'est un pain au levain fait avec une farine ancienne. Ouais. Je vous laisse Il est aller incroyable. l'écouter. Ouais, Il est, vraiment, vraiment bien. il est incroyable. Et c'est un pain qui est pas fait pour les intolérants au gluten, mais du coup de source de pain vivo, en fait, les intolérants au gluten le supportent très bien, parce que moi je trouve ça fascinant. Donc ça, peut-être ça vous fera aussi réfléchir en fait dans votre consommation. Et voilà, c'est un super pain, vraiment je le recommande. Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes explications. J'espère que les auditeurs auront appris beaucoup de choses. Si on veut un petit peu plus de toi ou un petit peu plus de Puma, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Alors du coup, puma.com, évidemment, sur tous les comptes principaux de Puma sur les réseaux. Si vous êtes intéressé à l'Aerox, on a Puma Training. Au running, on a Puma Running. Pour Puma France, c'est Puma France. Et après, si c'est moi en particulier, donc j'ai un compte Instagram sur lequel je suis très actif. Donc c'est Clément Hubert, donc Hubert comme mon nom de famille, underscore. De toute façon, je pense qu'il y aura peut-être le lien dans les notes de l'émission. Je cherche pas d'athlète en sponsoring, je le dis parce que j'ai des demandes quotidiennes. Là, c'est bon, on est full. Donc il faudra repasser et puis on donne pas non plus des produits au premier venu, donc ça sert à rien de venir gratter. Entraînez-vous et Puma C'est viendra ça. vous le chercher. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup, Mehdi. Eh ben, écoute, merci à toi. Je mettrai, comme tu as dit, tous les liens dans les notes de l'épisode pour les personnes que ça Super. intéresse. Et puis, moi, je te souhaite une excellente journée. Et puis, je te dis à bientôt. Excellente journée à toi aussi, Mehdi. Merci beaucoup. Salut.